أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، مدد يا إفري الله. أما بعد. Ceci étant dit, alors on se retrouve pour notre premier cours sur, je l'ai appelé comprendre la pensée d'Ibn Khaldun, mais en soi, c'est un petit peu plus profond que ça. C'est plutôt comment est-ce que on peut avoir des bases dans, on va dire, la pensée historique, sociologique ou anthropologique euh, islamique, entre guillemets. Parce que Ibn Khaldun, qui est le père d'un peu l'ensemble de ces sciences-là dans le monde musulman et dans le monde de manière générale, a une pensée qui nous permet de comprendre en fait justement comment fonctionne une civilisation, comment évolue une population, une civilisation, etc. En gros, de manière très très simple. Et donc, on va se baser sur cet ouvrage, donc l'anthologie de la pensée d'Ibn Khaldun, qui est commenté par l'historien Gabriel Martinez-Gros. Donc, pourquoi est-ce que je prends ce livre-là alors que j'aurais pu prendre aussi l'équivalence qui est commentée par un musulman, etc. Parce que au niveau de la pensée et de la méthode historique occidentale, c'est peut-être une des références, si ce n'est la référence dans le monde francophone, pour ne pas dire occidental. Et dans ces différents cours, on va un petit peu voir la pensée, voir comment est-ce que Gabriel Martinez-Gros, qui représente une certaine forme de méthodologie historique, a compris et commenté et argumenté cette pensée-là, et qu'est-ce qu'on peut ajouter ou corriger, nous, à notre échelle, d'un point de vue non seulement historique, mais également d'un point de vue aussi spirituel, religieux, et voilà. Et je pense que l'introduction, alors, pas trop mal, alors, on va faire l'introduction, on va faire tranquillement le livre, on prendra le temps qu'il faudra, et on verra. Donc, bismillah. Donc, l'introduction se nomme ainsi. Donc, Ibn Khaldun, rahimahullah, une théorie pour notre temps. Donc, Ibn Khaldun avait 43 ans en 1375 quand il fut chargé d'une mission diplomatique par le roi de Tlemcen dans l'actuel ouest algérien. Il feignit d'accepter pour dévier de sa route aussitôt. Il fut hors de portée, aussitôt qu'il fut hors de portée de la colère du souverain. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que Ibn Khaldun, avant de euh, poser toutes ces, si je puis dire, toutes ces différentes notions théologiques, etc., Ibn Khaldun était avant cela un ministre, quelqu'un qui était plutôt porté sur la diplomatie, le gouvernement, etc. Il était très proche des milieux politiques en Afrique du Nord, notamment dans l'actuelle Tunisie avec les Hafsides, mais également aussi avec l'émir de Tlemcen, etc. Donc il a toujours eu cet ancrage et cette construction politique. Et cet ancrage et cette construction dans la politique lui a fait
est la base, en fait, de toute sa pensée historico-philosophique et spirituelle. Parce que Ibn Khaldoun, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que Ibn Khaldoun aussi a une grande formation théologique aussi traditionnelle. Il peut émettre certaines réserves sur certains points, pourquoi pas, mais il a, comme n'importe quelle personne, avait une formation aussi théologique euh, importante. Donc, et de se diriger vers les territoires incontrôlés de ces tribus arabes avec lesquelles il avait coutume de négocier l'achat de guerriers indispensables aux armées mercenaires des pouvoirs en place. Là, ici, on parle, c'est à l'époque des grandes invasions des Banu Hillel dans la région. Des grandes invasions en fait arabes, si je me souviens bien, c'était des Yéménites. Donc des grandes invasions yéménites en fait en Afrique du Nord au XIVe siècle, dont les Banu Hillel, mais pas que. Les Bédouins arabes, les Bédouins arabes, qui le connaissaient bien et l'appréciaient, semble-t-il, offrir une généreuse hospitalité et lui fournir de quoi vivre parmi eux pendant plusieurs années. Et c'est là qu'il écrivit cette introduction. Donc, Al-Muqaddima veut dire une introduction, introduire à quelque chose. À la chronique universelle qui devait fonder sa gloire. Donc, dans le récit de sa vie qu'il nous a livré, il explique qu'aussitôt quitté ces terres civilisées et les tâches routinières de l'administration et de la diplomatie, où il avait laissé le précédent quart de siècle, une lumière éblouissante envahit son esprit et il comprit d'un coup le sens de l'action publique et de la nature du pouvoir. En un mot, le sens de ce qui avait été sa vie jusque-là. Des torrents de mots et d'idées inondèrent son esprit et s'y heurtèrent en tourbillon jusqu'à ce que je sois capable d'en faire émerger la crème. Et cette crème était une puissante théorie de l'histoire dont Arnold Toynbee estimait qu'aucun autre esprit, aucune autre civilisation ne fut capable d'en élaborer l'équivalent avant l'Europe du XIXe siècle. Donc il posa les bases justement d'une grande pensée civilisationnelle et de la construction, si je puis dire, de comment est-ce qu'on pense une société, comment se construit une société. Tout l'aspect justement, on va dire, et les grandes théories du 19e, etc., avec le 19e siècle ensuite qui fut d'une certaine manière, même le communisme à son échelle, parce que le communisme est une façon de penser la société, toutes les pensées de comment, qui sont apparues à partir du 19e siècle jusqu'à encore aujourd'hui, donc toutes ces pensées-là de comment on fait fonctionner la société, comment fonctionne une société, et la société idéale, toutes ces pensées-là ne doivent leur construction qu'à Ibn Khaldun. Donc un Andalou du Maghreb. Donc Ibn Khaldoun était né en 1932 à Tunis, dans une vieille famille arabe yéménite établie en Al-Andalus, c'est-à-dire que sa famille descend. En fait, ça, je sais plus si c'est les parents ou les grands-parents d'Ibn Khaldoun. Je pourrais plus de tête, j'ai un trou si c'est ses parents ou ses grands-parents. Mais en tout cas, parmi son ascendance assez proche, c'était parmi les premiers arabes andalous en fait qui ont fui la conquista chrétienne et des rois chrétiens de Castille, de Castille et de Léon, qui en fait commençaient à conquérir les territoires musulmans. Et il fait partie de ces ascendants assez proches en fait étaient parmi
les musulmans ayant fui justement cette conquête chrétienne et qui se sont installés dans le Maghreb, notamment ici en Tunisie. Et d'ailleurs, sa famille s'est établie depuis la conquête musulmane à l'époque de Yusuf ibn Tashfin et de Moussa ibn Nusayr. Sachant que pas Yusuf ibn Tashfin, astaghfirullah, Tariq ibn Ziyad, astaghfirullah, excusez-moi. Donc de Tariq ibn Ziyad, lorsqu'il a fait Fatah al-Andalus, donc la conquête de la péninsule ibérique, les forces majoritaires de Tariq ibn Ziyad étaient berbères. Les rares arabes qui accompagnaient les forces de Tariq ibn Ziyad étaient plutôt euh, des arabes qui maîtrisaient les sciences théologiques, le Coran, les sciences théologiques, etc. Le hadith, la langue arabe, dans le but en fait d'enseigner beaucoup de ces nouveaux musulmans fraîchement convertis. Et Moussa ibn Nusayr, à contrario, son armée était majoritairement composée d'Arabes, et notamment d'Arabes du Yémen et à moindre échelle du Cham. Majoritairement, les forces de Moussa ibn Nusayr étaient des Yéménites. Parce que si je me souviens bien, Moussa ibn Nusayr descend en fait, de clans yéménites qui se sont convertis assez tôt et qui avaient déjà une certaine importance diplomatique et gouvernementale, en fait, déjà sous Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc, un des ancêtres d'Ibn Khaldoun, Kurayb, dirigea dans les dernières années du IXe siècle le soulèvement des Arabes de Séville à la fois contre les convertis hispaniques et contre le pouvoir des Omeyyades de Cordoue. C'était le clan des Banu Khaldoun et il s'évanouit la défaite justement du clan des Banu Khaldoun s'évanouit pendant 2 siècles. C'est l'époque où dans l'histoire générale de l'islam où l'aristocratie arabe s'efface au profit de peuples neufs. Par exemple, les Turcs, les Berbères, Slaves ou Francs convertis en Occident. En fait, c'est à cette époque-là, en fait, que les dernières grandes familles nobles et aristocratiques arabes, en fait, commençaient à perdre progressivement le pouvoir sur des populations non arabes ou arabisées. Donc, les Banu Khaldoun sont de retour au XIIe siècle dans certaines fonctions civiles, au service de certaines dynasties berbères désormais dominantes à l'Andalus. Certains taïfas, parce que là on est dans l'époque des taïfas, donc certains taïfas étaient majoritairement et dirigés par des berbères. Si je me souviens bien, c'est plutôt des taïfas euh, en- dans le centre de la péninsule. Les grands axes commerciaux, notamment sur les pourtours méditerranéens, étaient majoritairement arabes, plutôt dans le centre. Au plus, si on s'éloigne un petit peu, mais en restant suffisamment proche des grands ports et des grandes routes et grands centres commerciaux, c'était assez partagé. Certains pouvaient être dirigés par des Berbères, d'autres des Arabes. Et vraiment, la frontière nord avec les États chrétiens et les États vraiment dans le centre de la péninsule ibérique étaient soit gouvernés par des Maolas, donc des Musta'arabes, donc des Slaves ou des Francs convertis qui étaient généralement convertis depuis assez tôt après la, la, la conquête euh, la conquête musulmane de la péninsule ibérique et qui étaient un petit peu les garde-fous des frontières. Un petit peu vraiment un état tampon en fait de protection des frontières et de force première des fois
de conquête et de conquête, de défense, mais également aussi de pillage des territoires francs. Et les Berbères, eux, étaient un petit peu plus au centre, en fait, au centre de la péninsule. Donc, et c'est particulièrement sous les Almohades, lorsque les Almohades, donc les Mouwahidoun, venus en soutien aux musulmans d'Al-Andalus, c'est généralement là que certaines familles et certains clans arabes se, si je puis dire, se réveillaient se réactivaient, en gros, reprenaient une certaine forme d'influence et se mettaient au service des dirigeants, bon, Wahidoun, etc. Ils y jouent le rôle dont les pouvoirs berbères investissent les Andalous jusqu'à la fin du Moyen Âge. Donc, c'est-à-dire secrétaire de chancellerie, comptable, financier, enseignant, depuis le niveau le plus modeste jusqu'au niveau le plus élevé. Donc la plume remplace chez ces Andalous le sabre défaillant. Lorsqu'une maîtrise de l'arabe fait cruellement défaut au maître berbère, il s'empare du monopole de l'écriture à la cour comme à la ville, au point, au point que la graphie andalouse de l'arabe en vint à remplacer et faire disparaître celle du Maghreb. Donc, Ibn Khaldoun fut engagé à 20 ans à peine par le sultan mérénide de Fès pour tracer la signature du souverain, son signum, aurait-on dit dans le monde latin, donc le bas de ces documents. Ou alors dans le monde turco-ottoman, on dit la Toura. Ibn Khaldoun est né privilégié. Son père était un enseignant reconnu qui professait dans la plus importante mosquée de Tunis. Donc on en revient à son savoir théologique et spirituel important. Euh, et son grand-père avait dirigé les finances de la dynastie Hafsid. Mais cette vie protégée est brutalement ébranlée en 1348 lorsqu'il a 16 ans par la crise la plus violente et qui se révéla la plus signifiante de sa vie. C'est cette année-là que la peste noire frappe Tunis, tuant son père et une dizaine des 16 professeurs dont il dit avoir suivi les enseignements. Comme beaucoup de ses contemporains, Ibn Khaldoun est un survivant. Je le rappelle, mais à cette époque, la peste noire a, euh, si je puis dire, tué près des 2 tiers de la population mondiale de l'époque. Il y a eu, en fait, justement, une épuration massive de la population mondiale, en tout cas, à l'époque de ce qu'on appelait le monde connu. Donc, l'Europe occidentale, un petit peu le monde occidental, le pourtour méditerranéen, Afrique du Nord, etc., une partie de l'Afrique et une partie du Moyen-Orient et de l'Asie. Voilà. Donc, c'était ça le monde connu. Toute sa vie fut marquée par l'épreuve de la peste. Il mourut au Caire en 1406, au cœur de la pire décennie de la pandémie, en Égypte. Mais Ibn Khaldoun apprit de la peste plus encore. Il n'y perdit, qu'il n'y apprit, y apprit plus qu'il n'y perdit. Donc, c'est-à-dire que la peste lui a donné des enseignements sur sa vie, sur sa pensée, sur la société dans laquelle il vivait, mais pas que, beaucoup plus que il a tiré beaucoup plus d'enseignements que que des preuves en fait au final de la peste. Enfin des preuves.
Si c'est une épreuve, mais cette épreuve-là n'était pas quelque chose qui l'a atteint, qui l'a restreint, qui l'a bloqué, c'était beaucoup plus quelque chose, justement, au contraire, qui lui a permis de comprendre beaucoup de choses euh, et d'ouvrir sa compréhension à beaucoup de choses. Voilà. Euh, et compris que la civilisation repose sur le nombre des hommes et l'État sur l'impôt, qu'il est capable ou pas de lever sur ces sujets. La peste retirait aux dynasties du Maghrib l'essentiel de leurs ressources, et par conséquent leur pouvoir et leur raison d'être. C'est pourquoi il finit par abandonner en 1375 la cour de ses rois sans royaume. Donc sa vie au Caire. À partir de cette rupture, paradoxalement, Ibn Khaldun consacra le meilleur de sa pensée à ce qu'il avait quitté à jamais, c'est-à-dire la politique et le pouvoir. Entre 1375 et 1378, dans le refuge de la forteresse bédouine des Banu Salama, il coucha par écrit, c'est-à-dire qu'il écrivit, les 7 volumes de son Histoire universelle, dont la Muqaddima et l'introduction. Mais généralement, on retient beaucoup plus aujourd'hui la Muqaddima d'Ibn Khaldun que l'ensemble de ses travaux. Donc entre 1378 et 1382, le retour dans sa ville natale de Tunis, de retour dans sa ville natale de Tunis, il offrit son œuvre au sultan Hafsid et entreprit de l'enseigner dans les mosquées de sa ville. Et s'y heurta vite, cependant, à ses collègues enseignants établis. En outre, même si Tunis était en importance la deuxième ville du Maghrib, après Fès, il ne la jugea pas à la hauteur des pensées inouïes qu'il avait fait germer et croître dans la solitude de son refuge arabe, et dont il lui tardait de faire la moisson pour les étudiants dignes de lui. Il lui fallait une ville plus grande de langue arabe de son temps. Il lui fallait la plus grande ville de langue arabe de son temps. Et la plus grande ville de l'islam à l'époque était le Caire. Donc en 1382, sous prétexte du pèlerinage à la Mecque, il obtint le droit du, du sultan Hafsid de quitter Tunis pour l'Orient et s'établit dans la capitale égyptienne. Donc c'est à peu près, à quelques années près, quelques années plus tôt, ouais, même plusieurs, allez, si je me souviens bien, c'est 50 ans plus tôt, 50 ans plus tôt, Ibn Battuta, dont on parle des voyages le mardi, entreprit en fait le même voyage. En 1380, ça on vient de le lire, il avait 50 ans et sa vie d'errance de cour en citadelle, de souverain en potentat était terminée. Donc pendant les 24 années qui suivirent jusqu'à sa mort en 1406, il enseigna dans les couvents, dans les zawiyas, et officia comme juge suprême de l'école maliki dans l'empire des Mamelouks d'Égypte, de Syrie et du Hejaz. Et sur laquelle et pourquoi est-ce qu'il l'enseignait le rythme maliki? Parce que déjà il avait les compétences d'enseigner. Et pourquoi est-ce qu'il l'enseignait non seulement en Égypte, mais dans le Cham, donc en l'actuelle Syrie, Palestine, etc., et au Hijaz? Parce que à cette époque-là, c'était ces terres-là étaient sous gestion directe et protection des Mamelouks d'Égypte. C'était un protectorat. Donc au Caire, il abandonna toute ambition de politique ou d'administration. Il avait définitivement compris qu'il n'était pas en position d'aspirer à la réalité du pouvoir, qui est le privilège du sabre.
Au terme de sa vie, il lui revint enfin de croiser la route du pouvoir le plus terrifiant de son temps. Il avait presque 70 ans en 1401 quand il fut pris au piège dans Damas par les forces de Timur-Lenk, donc Tamerlan, le chef timouride, maître de l'Asie centrale, qui venait de commencer les conquêtes du Proche-Orient. Dans sa hâte peu glorieuse à se retirer vers le Caire pour éviter le combat, l'armée mamelouk abandonna derrière elle quelques-uns des dignitaires religieux les plus éminents de l'Empire, dont Ibn Khaldun. La population de Damas, affolée, s'empressa d'implorer ces juges prestigieux venus du Caire d'obtenir de Tamerlan une capitulation qui lui évite le pire. Voilà donc Ibn Khaldun et ses collègues introduits sous la tente de celui qu'on surnommait le fléau de Dieu, l'héritier des Mongols, le sultan des tours de tête coupées, on en compta 38 de quelques 2000 têtes chacune à Isfahan, donc Ispahan, en 1387, quand la population fut totalement exterminée. Après, par rapport aux pyramides de tête coupées de Timor-Leste. Euh, il y a certaines questions qui se posent, c'est est-ce que réellement Timor-Leste aimait faire des pyramides de tête coupée, enfin a réellement fait ces pyramides de tête coupée, ou est-ce que c'est une figure de style et une figure du style et une métaphore pour signifier que il a fait preuve en fait d'une grande brutalité vis-à-vis de la population d'Ispahan. Dans l'absolu, on ne peut pas réellement savoir puisque il y a euh, beaucoup de ces récits-là font partie de la tradition orale et de ce qui a été marqué a posteriori euh, dans les biographies de Timur-Lenk, donc de Emir Timur de Timur-Lenk, rahimahullah. Mais en soi, on ne peut pas enlever le fait que Emir Timur, rahimahullah, était un chef d'État brutal, était un chef d'État brutal et un conquérant hors pair. En tout cas, qui savait faire preuve qui savait faire preuve d'une forme de brutalité non négligeable lorsque justement on veut mettre en avant euh, son expansion et les conquêtes de son État, donc le sultanat ou l'émirat timouride. Effet de la peur ou de la fascination, la relation que nous livre Ibn Khaldun de cette rencontre et des quelques semaines qui suivirent occupe près d'un quart du récit de sa vie. Sorti indemne de l'aventure et obtint avec ses collègues une capitulation presque honorable si on considère les habitudes de Emir Timur. Donc 3 jours de pillage sans limite, de viol et d'incendie aussi. Mais la leçon finale de l'histoire confirma la théorie d'Ibn Khaldun. Donc Timur-Lenk, ce barbare qui torturait la civilisation et balayait son humanité, était en train de construire Samarcande, qui fut avec le Caire la plus glorieuse capitale de l'islam du temps, c'est-à-dire pendant ce même temps. La brutalité sordide du despote était destinée à se transformer en recherche mathématique et en élaboration picturale et architecturale d'une beauté sans égale chez ses enfants et ses petits-enfants. Comme le veut la théorie d'Ibn Khaldun, il n'y a pas de limite franchie entre la pure barbarie et le sommet de la civilisation. Plus la vague de violence est monstrueuse, plus les raffinements dans lesquels elle s'achèvera promettent de suspendre par leur subtilité. C'est la même énergie que déploient les brutales conquêtes initiales des empires et les avancées de la culture et de la civilisation qu'ils permettent dans leur maturité et leur vieillesse. Ibn Khaldun était mort depuis longtemps quand la culture dite entre guillemets timouride s'épanouit avec la descendance de Timur-Lenk. Rahimahullah. Mais la courbe de la dynastie si conforme
à ceux qu'il pouvait en prévoir, aurait comblé d'orgueil le théoricien en même temps qu'elle aurait rappelé aux croyants la vanité des choses de ce bas monde. Donc parmi les grandes théories, là on va voir dans cette introduction quelques grandes théories qu'on peut retrouver dans la Muqaddimah. Là on va poser les grandes théories maintenant. Et par la suite, on va vraiment entreprendre en fait justement cette anthologie de la pensée. Donc État et société. Comme Aristote, Locke ou Rousseau, Ibn Khaldoun constate que les hommes vivent et travaillent en société et que leur travail est d'autant plus efficace qu'il est mieux divisé et réparti. Autrement dit, le fameux adage l'homme est un animal grégaire, un animal vivant en société hiérarchisée. Cependant, l'organisation d'un travail toujours plus diversifié se heurte à la petite taille des cellules familiales ou claniques, où vivent la plupart des hommes dans les sociétés agraires. Donc là, ici, on parle dans la campagne. Quand elle est naturelle, la coopération dans le travail, comme dans tout autre aspect de la vie sociale, ne s'étend pas au-delà de quelques dizaines de parents proches ou de voisins. Au contraire, la diversification des tâches économiques est potentiellement infinie. Le système qui en résulte organise des essaims Au contraire, la diversification des tâches économiques est potentiellement infinie. Le système qui en résulte organise des essaims productifs de plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'individus, dont le cœur le plus dense se nomme la ville. De fait, Ibn Khaldoun anticipe la distinction que fera Durkheim 6 siècles plus tard entre solidarité mécanique qui se bornent aux limites d'une famille étendue ou d'un clan et les solidarités organiques nées de la division moderne du travail et qui rendent chacun dépendant de tous les autres, très au-delà de son cercle familial. Donc, comme on l'avait dit un petit peu plus tôt, Ibn Khaldoun pose les bases de beaucoup de pensées contemporaines, qu'elles soient philosophiques, spirituelles, tout ce que vous voulez, sur l'organisation de la société. Ibn Khaldoun fait, dans de très très grandes lignes, fait la différence entre la cité, la ville, et l'organisation et l'organisation politique, c'est-à-dire de l'organisation de la cité dans une ville, avec le monde dit tribal ou le monde bédouin. Donc un monde qui est beaucoup plus clanique, qui est beaucoup plus marqué par des valeurs familiales, certaines valeurs, si je puis dire, euh, certaines valeurs, si je puis dire, peut-être un petit peu moins basées sur du matériel. Mais on détaillera ça plus tard. Le professeur, il a besoin du cordonnier pour faire réparer ses chaussures ou du boulanger pour manger son pain. Tandis que le cordonnier et le boulanger ont besoin du professeur pour instruire leurs enfants. Donc Durkheim déclare ces solidarités organiques supérieures parce qu'elles manifestent une division plus poussée du travail dans une société plus complexe. En gros, Durkheim nous explique que si le professeur a besoin individuellement, comme on l'a dit, du cordonnier pour réparer ses chaussures et du boulanger pour pouvoir manger, avoir son pain, le boulanger comme le cordonnier ont tous deux besoin du seul professeur pour éduquer et instruire ses enfants.
C'est-à-dire qu'il y a des professions qui sont globales et des professions qui sont individuelles et individualistes. Tu as besoin d'un seul boulanger pour nourrir toute une ville. Par contre, tu ne peux pas avoir plusieurs enseignants. Tu ne peux pas avoir plusieurs enseignants pour éduquer un seul enfant. Tu as besoin d'un seul enseignant. Un boulanger, sa tâche est unique. Un boulanger ne peut pas être mécanicien. Un enseignant, par contre, peut te donner une réflexion qui va te permettre d'exceller dans ton travail de boulanger, de mécanicien, etc. Un enseignant est unique. Un enseignant est unique. Tu as généralement un seul enseignant. Que ce soit dans des matières dites théoriques, comme un enseignant qui va t'apprendre une compétence, un maître qui va t'apprendre une compétence et un métier. Tu ne peux pas apprendre celui qui va t'apprendre à lire et à écrire ne va pas t'apprendre à faire du pain. Celui qui va t'apprendre à faire du pain peut savoir lire et écrire, mais il ne va pas te l'enseigner. Lui, sa compétence, c'est de t'apprendre à faire du pain. Et on en revient par ce biais-là, on en revient au verset dans le Coran qui dit « Lorsque vous ne savez pas, allez demander aux gens de science ». Dans le sens approché très très rapide. Celui qui t'apprend à faire le pain, celui qui sait faire le pain t'apprendra à faire le pain. Celui qui sait lire et écrire saura t'apprendre à lire et écrire. Mais ne saura pas forcément t'apprendre à faire le pain. Et c'est là toute la subtilité qui a été posée entre la cité et le monde bédouin, ou le monde tribal. Parce que le monde tribal fonctionne sur un milieu restreint. Tout le monde participe à l'éducation. Parce que tout le monde apprend des compétences de celui d'à côté. Dans la cité, la structure d'apprentissage et d'organisation de la société est structurée, hiérarchisée. C'est pour ça que, au bout d'un moment, cette ultra-intellectualisation de la cité, de la société, ou justement un affaiblissement de la force. Et c'est dans ce cadre-là où le monde tribal, le monde bédouin intervient. On commence déjà à introduire un petit peu cette pensée d'Ibn Khaldoun. Et c'est là où on comprend la pensée de beaucoup d'auteurs contemporains. Par exemple, si on reprend Karl Marx et le communisme, ce n'est que par le travail des travailleurs et des milieux prolétaires que s'enrichissent les élites intellectuelles et politiques, et aussi religieuses. Donc, il faut que la richesse générée par les bases prolétaires et les travailleurs soit redistribuée à part égale dans la société, et non pas que l'élite qui récolte les impôts, et ça, c'est déjà la pensée d'Ibn Khaldoun au niveau de l'utilité de la cité et l'utilité du monde tribal, c'est que ce travail qui est généré par les travailleurs ou la masse prolétarienne, selon la pensée des communistes, dont Marx, etc., doit revenir, en fait, avant tout, à cette masse prolétarienne et à une égalité dans la répartition des richesses. Alors que la société telle qu'elle est véhiculée, la cité, les dirigeants prennent des décisions intellectuelles, politiques et administratives qui assurent une stabilité économique et sociale à la cité, et le travail des ouvriers
des commerçants, des artisans, si on reprend l'application de Marx, donc des masses prolétariennes, est, ce travail-là est récupéré en termes de richesse par les impôts auprès des élites pour justement assurer la base intellectuelle et sécuritaire, que ce soit par son utilité propre, c'est-à-dire le fait d'avoir sa propre armée, ou dans le fait d'embaucher des forces extérieures via le fait des mercenaires, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, ont été détaillées dans plusieurs idées par différentes idéologies entre le XVIIIe et le XIXe siècle. C'est vraiment à partir du XVIIIe, ce qu'on appelle généralement euh, les Lumières, que ces premières pensées de réforme sociale et sociétale ont émergé. Mais l'explosion date réellement du XIXe siècle. XIXe siècle et une bonne partie du XXe, du début du XXe siècle. Et toutes ces pensées-là découlent en fait d'une origine commune, donc le principe, pas de l'entonnoir, au contraire, le principe un petit peu de l'arrosoir, c'est que un arrosoir, tu as un contenant, qui ensuite, lorsque tu le verses, tu vas avoir plein de petits filets, mais qui viennent de la même source. C'est-à-dire que cette pensée de Ibn Khaldoun sur comment fonctionne une civilisation, une société, a inspiré et a, on va dire, a fait émerger différentes idées que tu pouvais trouver dans le monde occidental depuis l'époque des Lumières jusqu'au milieu du XXe siècle. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cours, on va non seulement voir de l'histoire, mais on va également aussi beaucoup parler, euh, pas réellement de philosophie, mais plus de comment est-ce que on pense une civilisation? Comment est-ce qu'on théorise d'un point de vue, bien sûr, tangible, palpable, une société, mais également d'un point de vue spirituel. Parce qu'il faut pas oublier, comme on l'a vu, et c'est peut-être moins mis en avant par Gabriel Martinez-Gros, mais Ibn Khaldoun a une réelle formation théologique. Il a une vraie formation poussée théologique, que ce soit dans ce qu'on appelle communément le fiqh, la jurisprudence, la aqidah, la croyance, et même le tasawwuf. Ibn Khaldoun a écrit à des textes de tasawwuf qui sont très intéressants. Et et ce tasawwuf-là, justement, est un tasawwuf qui pense aussi à l'élévation spirituelle d'une société. Un petit peu comme, euh, un petit peu comme quelques siècles plus tôt, si on sort un petit peu du monde musulman, je sais plus si c'est Aristote ou Platon, pensait la cité, une cité qui était dirigée par les philosophes, qui ensuite a été repris, corrigé par Al-Farabi, qui lui pense selon l'égide un petit peu Mortazili. Ibn Khaldoun a fait un petit peu cette même pensée-là, mais en revenant sur peut-être une pensée un petit peu plus soufie, traditionnelle, tout en ne s'écartant pas de cette pensée un peu philosophique, mais qui repose un petit peu des bases d'un espèce de soufisme, euh, sunni traditionnel. Alors, il n'y a pas de vraie solidarité au-delà du clan ou de la tribu, parfois d'une coalition de tribus. Au contraire, pour faire tenir ensemble les énormes essaims de population que composent les divisions du travail les plus élaborées, il faut une contrainte externe.
la coercition est la seule voie vers la prospérité et l'expansion de la société. Le seul moyen d'accumuler le capital, de créer de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, l'accumulation de ressources, la civilisation, qui est le but ultime de l'humanité, passe par cette force de contrainte qu'on appelle l'État, ou mieux, l'Empire quand l'État atteint sa perfection, comme ce fut le cas à Rome, en Chine ou dans l'islam médiéval. Donc là, on est en train de parler ici de la théorie de la naissance et de l'évolution, de l'expansion de la civilisation. Une petite tribu, on est passé à une coalition de tribus, on est passé à un État qui s'étend, qui conquiert, qui assujettit de nouveaux territoires qui sont eux-mêmes soit composés de tribus, soit de petits États, qui par la suite devient un empire. Donc là, on est vraiment dans la théorie de l'expansion empirique, dans le sens de l'expansion d'un empire. Donc l'État peut être ramené à un seul mot, l'impôt. Mais c'est un mot de grande conséquence. Pour payer l'impôt, il faut travailler davantage. Les maîtres de l'État mobilisent ainsi le labeur de leurs sujets et accumulent entre leurs mains, grâce à l'impôt, les surplus de la production qui échappent à l'autosubsistance. Ces puissants dépensent généreusement les ressources de l'impôt auprès de tous les artisans et de tous les talents, qu'ils convoquent pour satisfaire leur plaisir, leur confort, leur goût artistique ou leur curiosité intellectuelle. Tisserands, peintres, chanteurs, médecins, poètes, intellectuels, juristes, professeurs, etc. Cette demande stimule l'activité et la diversification des métiers. La mise au point de nouvelles techniques et de nouvelles compétences que nous nommerions aujourd'hui des gains de productivité. Les seuls gains de productivité dans une société agraire naturellement stagnante ou presque. Donc le progrès qui procède de la convergence de la demande et des compétences dans la ville capitale exige une inégalité première et une forme de violence, c'est-à-dire l'impôt. Ce qui est voulu ici, c'est que l'impôt, ce qui est voulu ici, c'est que l'impôt est intrinsèquement inégal. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui payent l'impôt et ceux qui bénéficient de l'impôt. Et si on parle dans une société civile, dans une société, dans une cité, dont les dirigeants reçoivent l'impôt, ils décident de comment est-ce que ils vont, si je puis dire, réinvestir l'argent ou les biens qu'ils reçoivent. Soit ils le réinvestissent pour générer un gain de productivité, d'améliorer les conditions de vie et les conditions de travail dans le but d'être plus productif et donc de pouvoir prélever plus d'impôts, ou soit cet impôt va être redistribué entre ses proches pour l'enrichissement personnel de ses proches, pour pouvoir satisfaire ses proches ou lui-même. Et dans ces cas-là, on en revient sur une injustice. Et même, d'une certaine manière, comment je pourrais dire ça? D'une certaine manière, lorsque le dirigeant est injuste au niveau de la répartition des impôts, que par exemple, l'argent qu'il reçoit des impôts, il le dépense dans des dîners mondains, dans des maisons pour lui ou ses proches, des palais, etc., des œuvres d'art, mais que cet impôt ne sert pas justement à améliorer la qualité de travail des habitants et justement à avoir des moyens de production qui sont plus importants dans le but de pouvoir soulever plus d'impôts, s'affaiblit aussi dans l'aspect sécuritaire de son État et du coup augmente l'obligation
d'amener des forces de sécurité et des forces de violence légitimes au niveau d'un État qui viennent de l'extérieur et donc augmente le risque de coup d'État. Parce que si il ne sait pas, en prélevant l'impôt, gérer correctement la répartition des richesses et l'investissement qu'il fait des richesses qui sont prises, du coup vient lui-même à être injuste dans le fait de payer ces mercenaires qui assurent la sécurité de l'État, et donc les mercenaires qui, eux, ont la force et eux qui ont la force nécessaire pour assurer justement une forme de légitimité, de violence légitime, peuvent retourner cette violence légitime contre le gouverneur injuste et donc pouvoir prendre sa place ou placer quelqu'un qui va dans leur intérêt à eux au pouvoir. Hum. C'est l'impôt qui rassemble la richesse, gonfle la population de la ville, favorise l'émergence de techniques neuves, qui irrigue ensuite toute la société et tourne au bénéfice de tous. Et même de ceux qui sont lésés dans un premier temps par l'obligation de payer l'impôt. Le prélèvement fiscal peut être vu comme un investissement dont le rendement est supérieur à la mise qu'on y consent. Donc ça, c'est lorsque l'impôt est bien géré. La civilisation est en outre une spirale ascendante, puisqu'une plus grande prospérité des peuples autorise une imposition plus étendue. C'est-à-dire que plus le peuple devient riche, plus le peuple s'enrichit, plus le paiement des impôts va augmenter. Enfin, pas le paiement des impôts, mais l'argent que tu récolteras des impôts va augmenter. Donc, une nouvelle croissance de la capitale demande une croissance de la capitale, une demande plus forte, des prix plus élevés, donc de nouvelles trouvailles technologiques, de nouveaux gains de productivité, donc davantage de travail urbain, de demande de produits agricoles, de prospérité générale, donc un meilleur rendement de l'impôt, et ainsi de suite. Le mouvement ascendant est en principe sans fin. Quand elle est en charge de son propre élan. La civilisation n'a pas de limite, sinon peut-être l'étrange désir humain de dépenser sans profit. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc là, on a vu un petit peu une partie de la biographie d'Ibn Khaldoun. On a commencé un petit peu voir euh, certaines de ses idées. Bien sûr, j'ai fait aussi beaucoup j'ai fait aussi beaucoup de rajouts, de compléments. Parce que là, pour l'instant, on est sur l'introduction. Bien sûr, on verra ça plus en détail. Donc, il faudrait peut-être que j'arrête de détailler d'autres choses parce que sinon, on va finir par se répéter. Mais voilà, en gros, Ibn Khaldoun, c'est vraiment la base de toute la pensée civilisationnelle contemporaine. Comment est-ce que beaucoup de philosophes, de penseurs, de sociologues, même de penseurs de politique contemporains, c'est-à-dire vraiment à partir des siècles des Lumières, on voit bien ici que Ibn Khaldoun peut expliquer la pensée de beaucoup de théoriciens de la société, de théoriciens politiques aujourd'hui. Peut-être pas certaines thèses parmi les plus farfelues, euh, peut-être pas certaines thèses parmi les plus farfelues, encore qu'il y a peut-être moyen de trouver il y a peut-être moyen de trouver deux, trois parallèles. Mais si on parle sur la pensée politique et la pensée civilisationnelle globale, oui, on peut expliquer, à partir d'Ibn Khaldoun, on peut expliquer le communisme. À partir d'Ibn Khaldoun, on peut expliquer le capitalisme. À partir d'Ibn Khaldoun, on peut penser le libéralisme, le fascisme, etc., etc. Et c'est en ce sens où la pensée d'Ibn Khaldoun est très très importante, en fait, dans la construction et dans l'analyse historique et anthropologique des sociétés. Et ça, de toute façon, vous le verrez, et ça, de toute façon, vous le verrez progressivement et petit à petit. On s'arrête là et je vais essayer de rediffuser là dans la soirée au maximum demain, Inch'Allah,
Je vais essayer de rediffuser le cours et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour le cours justement sur les narrations. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم